bonjour. Bienvenue pour cette dernière ligne droite de ce colloque sur Partir pour mieux grandir. On a vu hier, on a évoqué quelques thèmes hier, on a une perspective historique des programmes de mobilité. On a évoqué aussi les apports, les effets de la mobilité. Et aujourd'hui, on va avoir la chance, avec les personnes ici présentes que je vais vous présenter dans quelques instants, d'avoir les opérateurs des programmes de mobilité internationale. Donc, on a une perspective historique sur le passé. On va pouvoir, grâce à ces intervenants, voir comment la mobilité aujourd'hui se décline et puis comment elle se déclinera aussi demain. Donc, j'imagine que vous aurez beaucoup de questions à poser à nos intervenants. On essaiera de faire un petit peu comme ça s'est passé hier, avoir une petite présentation des programmes et laisser de la place pour les questions. C'est-à-dire effectivement comment s'organise la mobilité aujourd'hui, comprendre un petit peu les difficultés qu'on a évoquées hier en termes parfois de visibilité, de lisibilité de ces programmes, et donc un petit peu d'accès à ces programmes de mobilité, voir éventuellement comment ces programmes, sans parler de se coordonner, en tout cas peuvent travailler ensemble pour offrir une offre assez complète à différents publics. Alors, puisque le thème est Partir pour mieux grandir, les apports de la mobilité internationale, l'idée, ça sera de voir aussi, pour mesurer ces apports, un petit peu quels étaient les objectifs initiaux. Chaque programme qui vous sera présenté aujourd'hui part à partir d'objectifs qui sont spécifiques, et c'est un petit peu à l'aune de ces objectifs initiaux qu'on pourra mesurer quels sont les apports. Alors, cette table ronde devait être initialement animée par Ulysse Gosset. Je ne suis pas Ulysse Gosset. Mais il était très enthousiaste à l'idée de venir ici. Vous avez simplement prévenu que peut-être l'actualité ferait qu'il ne pourrait pas être disponible. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. On a appris vendredi qu'il devait se rendre en Afrique dans le cadre de son métier de journaliste. Mais il a eu la gentillesse de nous faire une petite vidéo, ce qui facilite beaucoup le travail parce que du coup, c'est un petit peu lui qui va introduire la table ronde. Donc peut-être on va pouvoir regarder cette vidéo et puis on lancera ensuite le débat. Bonjour à tous, j'espère que tout se passe bien. Je me faisais un plaisir d'être avec vous pour participer à cette conférence, mais ce sont les aléas du métier de journaliste. J'ai dû partir en Afrique du Sud pour couvrir la visite d'État du président de la République qui passe 2 jours à Pretoria et à Johannesburg. J'ai moi-même bénéficié de ce qu'on appelle aujourd'hui la mobilité internationale. En fait, j'ai eu la chance d'avoir une bourse de l'AFS au siècle dernier, il y a un peu plus de 30 ans, l'American Civil Service, qui m'a permis d'aller passer une année aux États-Unis, près de Chicago, à Mount Prospect, dans une high school, dans un lycée américain. J'ai vécu pendant 1 an avec une famille. Ça a été exceptionnel pour moi, ça a été bien entendu la découverte de l'Amérique, ça m'a permis évidemment d'apprendre l'anglais, mais ça m'a permis aussi d'établir des liens durables avec des Américains et notamment avec la famille qui m'a accueilli, avec laquelle je suis toujours en contact. Bien entendu, l'AFS a bien changé, le nombre de ces programmes s'est multiplié, le nombre de pays accessibles a été beaucoup plus important au fil des ans. Et puis il y a eu la mondialisation, il y a eu le programme Erasmus, donc les choses ont beaucoup changé. Lorsque je suis parti à l'étranger, c'était une chance de découvrir le monde. Aujourd'hui, partir, c'est presque une nécessité, tant qu'il est difficile parfois pour les jeunes de trouver des emplois en France et en Europe. La mobilité est donc extrêmement importante, c'est une expérience, c'est un atout. Il faut partir quelques mois, 1 année, 2 années, parfois 10 ans, mais partir en sachant que l'on va revenir un jour et que l'expérience acquise, les acquis seront extrêmement bénéfiques pour la vie. C'est donc la raison pour laquelle je me faisais un plaisir d'en parler avec vous. Je vous souhaite d'excellents débats, mais effectivement, je crois qu'aujourd'hui encore, plus que jamais, cette mobilité est indispensable car on assiste à un basculement du monde, de l'Europe vers l'Amérique et vers l'Asie.
Et c'est donc là-bas que se trouvent les opportunités les plus intéressantes, les plus nouvelles, pour les jeunes, mais pas simplement pour tous ceux qui aujourd'hui sont à la recherche d'un emploi et de nouvelles aventures. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très bonne conférence et je vous dis à bientôt. Voilà, donc il est fort, hein. Donc oui, c'est dur, hein, du coup. Non, il y a des choses intéressantes vraiment dans ce petit mot introductif d'Ulysse Gosset. Il dit ce qui était une chance maintenant est devenu une nécessité, donc c'est peut-être des choses qu'on va discuter ensemble. On en parlait avec Béatrice Engrand, peut-être qu'effectivement c'était une chance, mais c'était aussi quelque chose qui pouvait faire la différence professionnellement, d'avoir cette expérience, une époque où c'était très rare de pouvoir en bénéficier, beaucoup plus rare que ça ne l'est aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant que c'est peut-être un peu plus facile d'accès, même si on l'a vu dans les débats précédents, c'est pas encore ouvert à tout le monde, est-ce que c'est pas aussi aujourd'hui que c'est l'aventure dont on parle? On l'évoquait hier, il y avait des termes tels que parcours initiatique, et puis parallèlement, il y avait aussi des thèmes qui étaient évoqués comme l'insertion professionnelle ou la promotion sociale. Alors, puisque Ulysse Gosset a commencé sa petite intervention en parlant de son expérience à EFES, on va commencer avec Anne Collignon, donc historiquement l'ancienneté des programmes. Anne Collignon a été présidente de l'association AFS jusqu'à il y a 2 ans à peu près. Elle est aujourd'hui administratrice d'EFI. Et je vous laisse la parole, Anne Collignon, pour expliquer un peu, j'allais dire, la spécificité de cette association qui va fêter son centenaire et qui, au-delà des programmes, a une démarche sur l'apprentissage interculturel. Merci beaucoup, Daniel. Merci de pouvoir m'écouter. Donc, comme Ulysse, que vous avez vu présenter brillamment son expérience à EFES, moi aussi je suis partie il y a un certain nombre d'années, je ne dirais pas combien d'années, 1 an aux États-Unis, dans le même programme que lui, à l'époque où à EFES ne faisait des échanges qu'avec les États-Unis. Nous avions une bourse d'études, il dit que c'était une chance pour nous d'être accueillis par une famille bénévole, et peut-être c'était une chance aussi pour les familles de nous accueillir, puisque c'était l'ouverture sur l'internationalité. En fait, je ne sais pas si c'était vraiment une chance pour ma famille de m'accueillir, enfin, ils s'en sont remis, et je suis toujours en contact avec eux. Aujourd'hui, donc j'ai été présidente d'AFS, Médecins sans frontières, pendant 5 années, et j'ai quitté les fonctions il y a 6 mois. Et aujourd'hui, je vous parle sous la casquette administratrice EFIL. EFIL, c'est l'organisation parapluie d'AFS, donc on vous a bassiné quasiment depuis hier, AFS par-ci, AFS par-là, et ça continue. EFIL, ça veut dire European Federation for International Learning, donc c'est une fédération européenne pour l'apprentissage interculturel. C'est un sigle. Cette organisation est basée à Bruxelles, de fait la proximité des institutions européennes qui sont nos bailleurs de fonds. EFIL fait du lobbying auprès des institutions européennes, la Commission européenne pour la mobilité des jeunes, la Fondation européenne pour la jeunesse, le gouvernement belge et la Fondation Maribel. EFIL appartient au réseau AFS. Il y a une organisation new-yorkaise, EFIL, et puis tous les AFS de 55 pays du monde. C'est une organisation parapluie, comme je vous le disais, pour les pays européens partenaires. Elle a un bureau de 5 salariés, nous sommes 6 administrateurs, nous sommes à Bruxelles, et elle a un nombre impressionnant de bénévoles qui travaillent sur l'apprentissage interculturel, qui est le garant de la qualité quand même, pour la mobilité des jeunes, qui, avant de partir, ont besoin d'une préparation, d'un suivi pendant tout leur séjour et d'un accompagnement après. Cela passe par la formation des bénévoles qui vont encadrer ces jeunes partants, accueillis, et la formation repose sur l'apprentissage interculturel. J'accueille un japonais, pourquoi? Comment? Vous imaginez que c'est pas si simple.
et quels problèmes ça pose. Si je n'ai aucune notion de la culture de l'autre, c'est encore moins simple. Je pars par exemple en Malaisie. Pourquoi? Comment? Quel problème? Donc adaptation, tolérance, éducation, ouverture, ça demande un apprentissage. Donc Eiffel se propose de donner cet apprentissage-là. Mais avant de parler de ça, l'association éducation et mobilité, c'est quand même pas un concept nouveau. Déjà en 1795, Goethe disait la chose suivante, et je ne vais pas vous le dire en allemand, mais je vais vous le traduire de façon triviale: les voyages forment la jeunesse. En France, au Moyen-Âge, le compagnonnage, ça existait, on faisait le tour de France. Actuellement, il n'est pas inhabituel qu'après le bac, les jeunes prennent une année sabbatique et partent découvrir le vaste monde. En 1963, De Gaulle et Adenauer ont signé un traité dont le but était de renforcer les liens entre les jeunes Allemands et Français en favorisant les échanges. Et nous avons de nombreux exemples. Vous en parlerez, je crois. En 2003, Sofia Coppola, dans Lost in Translation, montrait le fossé interculturel entre les Japonais et le monde occidental, entraînant une certaine vulnérabilité. Schuman, en 1950, disait « L'Europe ne se fera pas d'un seul coup ». Donc EVS, Erasmus sont des outils qui permettent de construire une Europe effective. En 1984, le Parlement européen propose des échanges au niveau universitaire et le travail volontaire pour les jeunes. C'est votre sujet. Et en 1992, on retrouve dans le traité de Maastricht un article spécifique sur l'éducation et la jeunesse, programme de mobilité internationale puis transnationale. En 2013, on célèbre la 25e année d'adoption du premier programme pour les jeunes qui concerne à ce jour 2,5 millions de jeunes européens. C'est l'Union européenne qui finance le projet. Mais revenons à Eiffel. Eiffel, c'est un organisme de formation. C'est un organisme qui se veut promouvoir la mobilité dans l'Europe. Elle a un certain nombre de programmes, et je vais vous en citer plusieurs, parmi tant d'autres. On a un volontaire Summer Summit, c'est-à-dire une université d'été qui rassemble à peu près 300 jeunes de 22 pays différents, voire même de plus, qui se rencontrent pendant 10 jours et qui échangent leurs idées, leurs expériences, leur know-how. On a une académie aussi sur l'apprentissage interculturel. La première s'est faite au printemps dernier en Turquie, et ça a été un brainstorming, pourquoi la mobilité, comment la faire, comment amener à ces jeunes qui vont, ou ces moins jeunes qui vont partir, l'adaptation. Et un autre programme, c'est l'échange 3 mois, trimestriel 3 mois, qui sont sur des fonds européens et qui permet à des jeunes entre 16 et 18 ans de sortir de leur pays, découvrir pendant 3 mois un autre système scolaire, une famille différente, un autre pays, une autre langue, une autre culture. Ils doivent s'adapter, découvrir, s'émerveiller, apprendre, partager, gérer leur propre vie à l'aune d'une culture différente de la leur. Ce qui entraîne tolérance, ouverture d'esprit, solidarité et génère une confiance en soi. Ça, vous l'avez déjà entendu, et c'est récurrent. Donc ces jeunes se rencontrent à l'issue de leurs 3 mois, à Bruxelles pendant 1 semaine, ils échangent leurs idées, ce qu'ils ont acquis, les carences, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Ils sont ensemble pendant 1 semaine à Bruxelles, ils vont visiter les institutions européennes et ils reviendront chez eux enrichis pour leur CV éventuellement. Et on espère que les pays européens reconnaîtront cette expérience. Donc voilà, je parle trop, je peux encore continuer un petit peu. Bon, ça va. Il ne m'a pas encore dit de me taire, en général ça se passe comme ça. Donc cette mobilité qui est offerte à ces jeunes est importante pour leur développement et contribue à leur permettre de mieux trouver leur place dans la société. Nous sommes là dans une éducation non formelle qui prouve une grande valeur ajoutée, qui donne une grande valeur ajoutée à l'éducation formelle classique. Néanmoins, il y a des challenges. Et c'est des questions que je poserai, et j'espère que vous allez réagir là-dessus.
Il faudra atteindre un nombre de jeunes de plus en plus important, car on voudrait que cette exposure, le fait de les exposer à cette éducation non formelle, procurée par cette mobilité au sein des différents pays européens, puisse atteindre le maximum. Le challenge est de permettre aux Européens économiquement en difficulté de participer. On est au niveau des fils, au niveau des Balkans, et faire participer ces pays qui sont économiquement pas très forts, faire partie de cette Union européenne, et on accueille des jeunes bulgares, des slovaques, des tchèques, et on fait partir des jeunes de chez nous dans ces pays-là. Alors c'est pas uniquement pour apprendre la langue, mais c'est aussi pour apprendre la culture de l'autre. On aimerait travailler sur les handicapés, les migrants et les maigres ressources. C'est un but auquel nous nous attachons et nous faisons du lobbying au niveau des institutions européennes. C'est relativement bien perçu. Un autre challenge, c'est la reconnaissance. La reconnaissance de cette expérience interculturelle qui nous semble capitale. Ces jeunes ont besoin d'être reconnus par leurs acquis. Reconnaissance de l'acquisition des compétences nouvelles pour ce jeune, cela passera par la connaissance d'un label de qualité des programmes que nous proposons. Voilà, je vais m'arrêter. Je pense que... Merci beaucoup, Anne. Oui, on a commencé avec AFS, on parlait d'un opérateur historique. Et puis ça donne cette dimension qu'on a évoquée, qui est une des dimensions des apports de la mobilité internationale, qui sont vraiment les compétences interculturelles. Un autre opérateur historique qui est représenté aujourd'hui, c'est l'Office franco-allemand pour la jeunesse, avec Béatrice Engrand, qui est secrétaire générale de cet organisme. Là aussi, on a... ce qui est intéressant, ce qui est particulier, c'est le contexte historique qui a présidé à la création de l'OFAGE, puisque ça n'est qu'une volonté politique. Il y a 50 ans, vous venez de fêter votre cinquantenaire. L'association, on s'entend, enfin l'organisme, et qui démarre d'une volonté politique du général de Gaulle et du chancelier Adenauer, dans le cadre d'une réconciliation, évidemment. Et là, on est toujours dans l'apprentissage interculturel, mais on est aussi dans la construction d'une citoyenneté. Donc, on vous écoute, Valérie. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par remercier les organisateurs de m'avoir invité et me donner l'occasion de parler des activités de l'OFAGE, et puis bien sûr aussi d'entrer dans le dialogue avec vous, avec tous les participants qui sont à cette table. Voilà, je vais commencer par une toute petite anecdote qui m'est arrivée hier. J'ai rencontré hier le groupe de jeunes lecteurs du DAAD allemand, donc c'est l'Office allemand des échanges universitaires, qui envoie chaque année une bonne vingtaine de lecteurs, jeunes allemands d'une trentaine d'années, dans des universités françaises. Et au départ de ce programme, le DAAD réunit ces jeunes lecteurs à Paris pour un séminaire de formation, et une des jeunes filles qui était là, qui avait à peine 30 ans, me raconte qu'elle avait participé à des échanges scolaires grâce à l'OFAGE, et qu'elle avait trouvé sa correspondante il y a 15 ans, me dit-elle, ou 18 ans, je ne sais plus, sur une liste, une liste qui circulait. Alors il n'y avait pas le mail à l'époque, donc je ne sais pas comment l'OFAGE faisait circuler les listes pour mettre en place les tandems de jeunes qui partaient dans d'autres pays pour effectuer une mobilité, et qui ensuite accueillaient leurs correspondants en échange. Et elle me dit aujourd'hui, ce qui est fascinant, d'abord évidemment les listes sont informatisées, bon ça c'est la première chose, mais surtout il y a des enseignants référents dans les écoles qui soutiennent les jeunes à monter leur projet, qui mettent aussi les familles en lien. Il y a un suivi, il y a une évaluation, il y a un livret de départ, il y a un accompagnement, il y a un cadre. Et je crois que c'est finalement ce cadre-là qui garantit l'impact et l'effet recherché. Et c'est dans ce domaine, je crois, que tous les opérateurs actifs sur la mobilité européenne et internationale doivent travailler plus encore. Et en tout cas, tous ensemble. Voilà, c'est pour aller un peu dans le sens de ce que disait Madame Collignon. Donc, juste l'OFAGE, j'ai déjà rencontré plein de gens
au déjeuner, avant et après, qui m'ont dit, voilà, qui connaissaient l'OFAGE, donc je ne veux pas être très longue là-dessus. Certains m'ont même dit, ah, ça existe toujours. Bah oui, ça existe toujours. Et on va très bien, on est en pleine forme. On soutient donc plus de 200 000 bénéficiaires, participants par an, donc c'est quand même pas mal. Parmi ces 200 000, il y a à peu près 3 000 cadres de jeunesse, comme on dit, ou acteurs de jeunesse, hein, qui sont des enseignants, des travailleurs sociaux, donc toutes les personnes qui rendent les échanges possibles. Notre soutien, en fait, porte sur les jeunes de 3 à 30 ans. Et surtout, sa particularité, c'est qu'il est extrêmement divers, puisque grâce à un tissu très très étroit de partenaires spécialistes des questions d'éducation et de jeunesse, donc on peut monter des échanges à la fois dans le domaine scolaire, universitaire, dans le cadre de la formation professionnelle. À ce titre, je voudrais dire que la région Aquitaine est très active, notamment avec son LANT partenaire, la S. Évidemment, dans le cadre de l'éducation non formelle, avec tous les projets associatifs. Voilà, je crois que la particularité, c'est deux choses. Effectivement, c'est le cadre historique. C'est vrai que l'OFAGE était initialement pensé comme une institution de l'offre, hein, puisqu'il y a eu cette volonté politique au départ. Il faut savoir que la volonté politique, elle n'est pas née de rien. Il y a eu déjà, juste après la guerre, et même d'ailleurs c'est étonnant, entre les deux guerres, des initiatives dans la société civile de jeunes, d'individus qui voulaient le rapprochement franco-allemand ou la réconciliation, et que finalement les pères fondateurs se sont inscrits dans cette lignée, mais avec cette idée que l'OFAGE devait proposer quelque chose. Et ce que je trouve très, très intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est devenu quand même plutôt une institution de la demande, puisque on reçoit plus de demandes, plus de sollicitations, qu'on a de moyens pour y répondre, même si on doit reconnaître avec beaucoup de reconnaissance on doit dire avec beaucoup de reconnaissance que voilà, nos moyens sont pérennes et qui sont conséquents, mais malgré tout, ça ne suffit pas, et je trouve intéressant finalement, même assez fascinant, de voir comment voilà, on a réussi à se calquer au fil des années, 50 ans, il faut au moins 50 ans pour faire ça, à transformer donc une volonté politique en un désir finalement de la société. Et pour ce faire, en fait, c'est la deuxième caractéristique, c'est je crois qu'on n'a pas voulu faire de concessions sur la qualité. Il est vrai qu'on a commencé au début, après 1963, par les échanges dits de masse. C'est-à-dire qu'on a rêvé à l'OFAGE, surtout les pères fondateurs nous ont dit allez-y, organisez. Donc on a envoyé des groupes, et on s'est vite aperçu en fait, parce qu'il y a eu des premiers retours, des premiers sondages, que les effets étaient presque contre-productifs. C'est-à-dire que les jeunes rentraient avec des préjugés encore plus importants qu'au moment de leur départ. Donc voilà, au bout de 5-6 ans, on a eu la bonne idée de solliciter des chercheurs, des universitaires, des linguistes, des psychologues, des sociologues, et on leur a demandé de nous aider à construire un cadre finalement qui garantisse les effets. Et ce cadre est toujours actuel, même s'il s'est élargi. Il se caractérise par des principes qualitatifs. C'est d'abord et là je rejoins ce qui a été dit, hein, c'est évidemment la préparation pour le départ, c'est la formation des acteurs, des encadrants, c'est l'évaluation, c'est le suivi, la mise en réseau, et c'est aussi aujourd'hui, bien sûr, la participation des jeunes, c'est-à-dire qu'on veille vraiment à ce que les jeunes soient associés, soient entendus dans la construction du projet. Il ne faut pas que ce soit des projets qui tombent du ciel, inventés par des adultes pour des jeunes. Il faut vraiment associer les jeunes et prendre en compte leur créativité, leurs attentes et leurs besoins. Et le dernier principe, c'est la place de la langue. Pour nous, c'est important que les programmes que l'OFAGE soutient s'adressent à des jeunes qui ne sont pas forcément à l'aise en français ou en allemand, mais en revanche, donc on peut être tout à fait, ne pas du tout parler la langue de l'autre et participer à des projets. En revanche, c'est un principe pour l'OFAGE de garantir la place de la langue de l'autre dans l'échange, et ça se fait grâce à une méthode que nous appelons l'animation linguistique, que peut-être certains connaissent dans la salle. Je pourrais répondre à des questions si on a sur cette question. Voilà. Juste un mot sur les effets.
On voit bien finalement les effets positifs sur les jeunes. C'est d'abord effectivement l'ouverture d'esprit, mais plus encore, c'est la capacité à gérer la complexité. Ça, c'est vraiment très important. Et dans un monde ou dans un univers mondialisé, je crois que c'est vrai que c'est une compétence qui est de plus en plus demandée, pas simplement dans la vie professionnelle, mais bien sûr aussi dans la vie de tous les jours. Donc ça, c'est un des effets les plus importants. Apprentissage, la gestion de la complexité et le plus souvent aussi gain de confiance en soi pour tous les jeunes, mais particulièrement, c'est ce que je trouve le plus émouvant, pour les jeunes qui sont les moins favorisés, parce que pour la première fois, ils ont réussi à aller au bout de la rue, à dépasser leur quartier, à peut-être participer à un projet un peu difficile avec un pays sur lequel ils avaient des idées un peu floues. Et ils reviennent, ils sont arrivés à faire quelque chose, et donc il y a un gain en confiance en soi qui est vraiment essentiel pour les publics les moins favorisés. Juste un mot sur les enjeux d'avenir. Pour moi, je pense que tout le monde sera d'accord, c'est qu'on reste, j'allais dire focalisé, en tout cas concentré sur cet objectif de l'apprentissage interculturel. Parfois j'ai un peu peur quand j'entends dire oui, la mobilité c'est utile pour la vie professionnelle. C'est vrai, c'est très bien. Mais je crois que si on ne veut pas avoir un monde, et notamment une Europe, qui soit nivelée par le bas, où tout le monde pense pareil, où tout le monde parle la même langue, il faut qu'on continue tous à respecter cet objectif de l'apprentissage interculturel, qui est cet apprentissage qui permet, en apprenant sur l'autre, d'en apprendre beaucoup sur soi-même. Voilà, ce qu'on veut faire à l'OFAGE, c'est pourquoi on soutient autant les échanges de groupe que les échanges individuels, c'est contribuer à former des citoyens qui soient engagés et respectueux de la culture de l'autre. Bon, je pourrais dire encore beaucoup de choses, mais je crois que je suis dans les 10 minutes. C'est pas si strict que ça. D'accord, mais voilà. J'ai encore droit à 2 minutes. Voilà, bon. Non, mais finalement, c'était sur les enjeux d'avenir. Voilà, sur aussi je crois, les difficultés que nous avons, tous les acteurs de la mobilité, à être non pas visibles, j'ai l'impression qu'on est assez visible, mais à être lisible. C'est-à-dire, il faut qu'on s'organise, je crois, mieux pour que chacun, avec nos caractéristiques, je trouverais dommage qu'on dise on fait tous la même chose et puis voilà, on se met tous ensemble. Je crois que chacun a ses objectifs et il faut les respecter. Bon, surtout que je crois vraiment que l'Europe a besoin du franco-allemand, donc ce serait dommage de le noyer dans plein d'autres choses. Mais en revanche, je crois qu'il faut qu'on s'organise pour être plus lisible et pour que ce soit simple pour les jeunes quand ils ont un désir de mobilité, de trouver l'information et de mettre en lien leur désir avec ce qui est possible. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Béatrix Engrand. Effectivement, je pense qu'on reviendra au niveau des questions sur la lisibilité des programmes et sur la possibilité de travailler ensemble pour les différents acteurs de la mobilité. Vous avez évoqué des questions, à la suite d'Anne Collignon, vous avez évoqué les questions d'apprentissage interculturel, de construction de citoyenneté. Donc merci. Et le relais est tout trouvé pour discuter avec Candice de Lolanier des programmes Jeunesse en Action. Vous êtes délégué général en France du programme européen Jeunesse en Action. Et puisqu'on parle un petit peu des spécificités de chacun de ces programmes, un thème qui est important pour vous, c'est celui de l'éducation non formelle. On l'a évoqué hier avec M. Joly notamment. Vous allez un petit peu nous dire comment ça se traduit dans les actions de Jeunesse en Action. Bonjour. Peut-être vous présenter rapidement le programme, qui n'est pas le programme le plus connu des programmes européens. Donc Jeunesse en Action, c'est un petit programme qui, donc le donneur d'ordre, c'est bien l'Europe, la Commission européenne, et nous sommes rattachés au ministère de la Jeunesse. En fait, l'agence n'a pas la personnalité morale, donc nous travaillons au sein de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Pour situer le programme et bien comprendre le domaine d'action, schématiquement, deux grands dispositifs. Le service volontaire européen, donc qui permet à des jeunes de partir dans un pays européen ou dans un autre pays ailleurs du monde, et à des jeunes Européens de venir en France. J'insiste sur la réciprocité, nous ne sommes pas là pour renvoyer des jeunes en mobilité, mais pour favoriser les échanges entre jeunes Européens. Et puis de la mobilité plus collective avec les échanges de jeunes, qui permettent à des jeunes de construire des projets, diverses initiatives, et de partir dans un autre pays pour rencontrer
plein d'autres jeunes. Je préfère être très large parce qu'on peut faire rentrer à peu près tout ce qu'on veut dans le programme à condition de s'y prendre à peu près correctement. Ça reste un programme européen, il faut savoir le lire. Notre spécificité maintenant, c'est important, notre cible en fait, comme les autres, les jeunes, 15-30 ans, mais plus spécifiquement, nous essayons de travailler donc, dans le domaine de l'éducation dite non formelle. C'est-à-dire que trois types d'éducation, on va dire, l'éducation formelle, l'éducation apprenante, habituelle, lorsqu'on fait des études. Informelle, c'est tout ce qu'on peut apprendre dans la vie de tous les jours. Lorsque je pars en vacances dans un pays étranger, je vais apprendre plein de trucs, c'est de l'informel. Et puis le non formel, c'est un petit peu particulier, c'est ce qu'on va apprendre par notre... c'est pas un formulaire en réalité, par notre initiative. Lorsque vous montez un projet quelconque, associatif, n'importe quoi, vous allez apprendre plein de choses. Ça, là, on est bien dans le registre du non formel. Donc des jeunes qui, par exemple, vont décider d'aller rencontrer d'autres jeunes dans le cadre du dialogue structuré pour essayer de parler, de dialogue entre jeunes, des liens avec les politiques, etc., vont apprendre un certain nombre de savoir-être, savoir-faire, dynamiques diverses, qui vont les aider ensuite dans tant leur accomplissement personnel que dans l'interculturalité, mais aussi pour leur démarche ensuite professionnelle. Personnellement, je ne vois pas la grande différence entre la recherche de la démarche professionnelle et puis la démarche individuelle. Je pense que dans une vie bien accomplie, on est assez fier de son travail, de ce qu'on arrive à faire et que donc on est dans une continuité. Alors, dans ce cadre-là d'éducation non formelle, nous avons vraiment, j'essaye en tout cas d'avoir deux cibles. Tout ce qui tourne autour de l'initiative, qui n'est pas nécessairement très valorisé lorsque, pour prendre le programme le plus emblématique, lorsqu'on part par exemple en Erasmus, pour donner un exemple, on va partir pour faire ses études à l'étranger. On n'est pas nécessairement là pour faire preuve d'initiative. Par contre, on va pouvoir monter un projet lorsqu'on parle dans Jeunesse en Action, donc favoriser sa créativité, donc on voit tout de suite le lien avec l'employabilité. Et puis nous avons aussi une spécificité dans ce qui tourne autour de ce que l'Europe appelle, dans le jargon un peu compliqué, les JAMO jeunes avec moins d'opportunités ou ayant moins d'opportunités. Avec moins d'opportunités. Que je trouve que cette définition est plus large que la définition française de jeunes à problème. Parce que jeunes avec moins d'opportunités, ça recouvre aussi tout ce que la population peut avoir d'atypique. Et donc avec tout ce qu'il y a de valeur derrière cet atypisme. Donc en fait, notre agence, on essaye de défendre une mobilité d'aventure avec l'initiative. Et puis l'excellence atypique, avec tous les jeunes qui n'ont pas nécessairement des parcours ordinaires, et c'est pas pour ça qu'ils vont pas faire des cartons après. Sur les enjeux, alors là, on rentre dans une période passionnante et qui risque d'être aussi très compliquée, puisqu'en tout cas, pour l'agence Jeunesse en Action, nous allons avoir trois enjeux qui sont très complémentaires, mais quand même trois enjeux. D'abord, nous fusionnons avec tous les programmes de mobilité dans le cadre du nouveau programme qui arrive en 2014, Erasmus+. Donc concrètement, ça veut dire que nous fusionnons avec le C2F, mais Sébastien, nous ferons chambre à part, puisque le gouvernement a décidé qu'il y aurait bien deux agences. Mais ça va être quelque chose d'extrêmement intéressant, puisque l'enjeu, c'est bien que l'éducation non formelle arrive à travailler avec l'éducation formelle. Et c'est quand même quelque chose de culturellement compliqué pour la France, puisqu'on est focalisé 100% diplôme. L'autre enjeu un petit peu compliqué, c'est que le gouvernement a placé la jeunesse comme une priorité. Dans le cadre du comité interministériel à la jeunesse, la mobilité fait partie des grands axes de développement. En ce moment, le ministère essaie de mettre en place des comités permanents de la mobilité. Le premier comité a eu lieu la semaine dernière, je crois. Ça va se décliner en comités régionaux de la mobilité. Et l'objectif, c'est d'arriver à créer ou à renforcer les plateformes de mobilité qui peuvent déjà exister sur les territoires. Donc là, on voit bien que le gouvernement a perçu la nécessité d'arriver à travailler en réseau. La question est de savoir si on va y arriver. Et le dernier objectif qui me concerne plus spécifiquement, tout ça est vraiment en lien, je crois que notre petit programme n'arrivera pas à fonctionner s'il ne s'appuie pas sur l'échelon territorial, et particulièrement sur les régions, parce que d'abord nous sommes 30 dans l'agence, donc c'est pas compliqué, 30 pour s'occuper d'un programme d'envergure nationale, autant dire que ça va être un petit peu compliqué.
Et moi, il me semble, en tout cas, de par mon expérience personnelle, enfin professionnelle, que la région est réellement l'échelon pertinent. Il y a déjà, alors, pour prendre l'exemple de l'Aquitaine, une plateforme de mobilité. Ce n'est pas la seule région où un tas d'initiatives vont émerger autour de la mobilité, et je trouverais vraiment dommage que là, l'échelon centralisé, ces acteurs déconcentrés n'arrivent pas à mieux travailler avec l'échelon décentralisé, et on est sur un... Ça pourrait être un joli cas d'école, parce que la mobilité, on a la chance de voir, en tout cas pour l'Europe, nos budgets doubler dans les 7 ans à venir. Pour Jeunesse en Action, nous sommes à 15 millions cette année, et d'après nos perspectives, on devrait monter à tranquillement 30 millions à la fin du programme. Donc c'est pas tous les jours qu'on a plus d'argent pour les programmes de mobilité. Donc on peut penser que peut-être que nous allons pouvoir rassembler des acteurs, parce que justement, on ne demande pas de mettre instantanément la main à la poche pour jouer tous dans la même classe. Et ça pourrait peut-être être un bel objectif commun. Merci beaucoup, Candice. On a commencé à évoquer avec vous là, les questions de démarche professionnelle. Vous avez employé le terme d'employabilité. Je vais me tourner maintenant vers M. Pascal Bonnetin. Vous êtes le secrétaire général de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, qui organise aussi des programmes de mobilité. On est aussi dans la notion d'éducation, mais avec une démarche qui est aussi tournée vers le montage de projets à vocation professionnelle, le développement de réseaux. Je vous laisse la parole pour nous expliquer tout ça. Oui, merci beaucoup. Je vais aussi m'associer à ces remerciements de cette organisation d'université qui est aussi intéressante, sachant qu'on se retrouve souvent, certains l'ont dit, on s'est retrouvé mercredi pour le comité interministériel, et c'est vrai qu'à la limite, il est toujours intéressant de parler mobilité, surtout avec des nombres d'acteurs, et puis aussi quand des élus sont ici présents pour tenir ce discours. Alors, d'abord, une déception peut-être pour vous, j'ai pas l'accent québécois, donc je suis pas, voilà, je suis provincial, et donc j'ai pas l'accent québécois, mais c'est vrai que je me sens un peu cadet à cette tribune, parce que quand je vois, c'est un organisme qui n'est pas tout jeune, mais qui a que 45 ans, donc à côté de l'OFAGE qui a 50 ans, et donc, mais je dis, c'est les organismes... Donc voilà, donc c'était juste sur ce sujet-là, c'était bien sûr pas les personnes, vous l'avez bien vu, avec mes cheveux blancs. Donc je vous demande aussi d'être indulgent pour moi, parce que ça fait pas très longtemps que je suis nommé depuis le mois de mai. Il y a Jonathan Tunin qui est dans la salle et que vous connaissez bien, et qui est à même de pouvoir répondre techniquement aux questions. Mais c'est vrai que cette OFQJ qui a été créée en 68, on a vécu nos événements en France en 68, mais au Québec aussi le Vive Québec Libre qui est apparu, et donc a donné naissance à cet organisme bigouvernemental, puisqu'il n'y en a que deux, il y a l'OFAGE et l'Office franco-québécois, qui a été calé sur une section française et une section québécoise, où on a une seule personnalité morale, avec deux secrétaires généraux, comme Béatrice, un collègue en Allemagne. Donc l'idée, c'était de dire à un moment, on favorise cette mobilité entre la France et le Québec pour des jeunes. Alors bien sûr, on n'est pas sur des 3-30 ans, parce qu'à la limite, il y a un problème de déplacement. On est sur des 18-35 ans qui permettent de prendre en compte ces gens-là avec des opportunités et avec des projets. Alors vous comprenez bien que quand ça a été créé en 68 et quand aujourd'hui, au fil des années, l'OFQJ a maintenu son rôle, c'est vrai qu'à un moment, les missions ont bien sûr évolué. C'est vrai que peut-être qu'au début, on était plus dans la logistique, mais vous comprenez bien qu'aujourd'hui, les gens pour se déplacer, ils ont le web, et donc à un moment, ils peuvent très bien se déplacer et s'héberger sur place. L'objectif, c'est que pour nous, il faut apporter et s'adapter à la demande de la jeunesse. Donc on sait que sur la logistique, on n'est pas d'un apport important. Par contre, sur le montage des dossiers, sur la capacité aussi à travailler avec des gens, on a toutes les personnes. Comme je dis, on a des gens qui sont Bac plus 7 et on a des gens qui sont Bac moins 7. Et c'est vrai qu'à un moment, l'intérêt, c'est que souvent les gens cherchent de la mobilité vers le Québec, d'abord parce qu'il y a la langue française. C'est évident que pour des bacs plus 7, souvent sont anglophones ou hispanophones, donc à un moment, la mobilité est peut-être moins intéressante sur le Québec. Mais c'est vrai que pour les bacs moins 7, comme je dis, les gens, la langue française est un intérêt important. Donc l'intérêt, c'est de couvrir tout ça avec une équipe
bien sûr, une équipe de 20 personnes en France et 20 personnes au Québec qui travaillent au plus près de ces gens-là, puisqu'en fait, ils ne savent pas monter un dossier, être éligibles. Et vous savez, les permis de travail, il y a 14 000 permis de travail pour le Canada, et vous savez que dès qu'on ouvre la demande de permis de travail, en 24 ou 48 heures, il n'y en a plus, sachant que les contraintes sont complexes, mais c'est vrai qu'au Québec, il y a 1 million d'emplois à créer, il y a 1 million d'emplois à pourvoir jusqu'en 2017. Donc vous imaginez bien qu'il y a des gens qui ont envie d'être mobiles. Et comme vous dites tout à l'heure par rapport au JAMO, c'est vrai qu'aujourd'hui ce ne sont pas que les gens en difficulté, mais on s'aperçoit qu'aussi les jeunes diplômés ont du mal à trouver de l'emploi, et c'est vrai qu'à un moment il faut qu'ils soient accessibles. Donc c'est vrai qu'à un moment, nous on s'adapte sur ce sujet-là. Notre gros intérêt, 65% de nos 5000 participants qui partent et qui viennent en France, l'intérêt c'est qu'on s'aperçoit que c'est sur de la recherche d'emploi. Après, bien sûr, il y a d'autres programmes, mais c'est surtout celui-là où on a besoin d'être présent immédiatement. Alors c'est vrai qu'on essaye aussi, pour attirer ces gens-là et pour mieux les renseigner, d'avoir un centre de ressources et d'avoir un niveau de communication qui est assez fort. Bien sûr, un réseau qui est fondamental, et puis aussi on a monté un cluster pour que les jeunes, à la limite, les gens un peu comme moi, c'est difficile de rentrer dans ces nouveaux outils de communication, mais c'est vrai que quand on rentre et on voit les jeunes, là-dessus, ils sont sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux et sur tous ces outils-là, et c'est vrai qu'à un moment, c'est pas le papier qui va, disons, la communication papier qui va les rendre présents, c'est plus à un moment des informations sur Internet. Donc nous, il faut qu'on s'adapte. On vient ici, moi je viens de recruter 2 personnes à la communication, et c'est vrai que j'ai pris 2 personnes très jeunes, parce qu'à un moment, il faut qu'ils soient sur des outils très performants. Donc c'est vrai qu'après, il est important, comme vous l'avez dit, sur le comité interministériel de la mobilité, on a présenté la plateforme sur les acquis de la mobilité. C'est vrai qu'à un moment, on s'est associé avec tous les acteurs, donc de ZEF, tous les acteurs de la mobilité non formelle, comme vous dites, et l'OFAGE et d'autres, pour dire à un moment, il est important d'avoir cette plateforme. Donc c'est une multitude d'outils. C'est vrai que je prends des exemples qui sont assez frappants. On a une dizaine de Français, une dizaine de Québécois qui sortent d'HC, on met dans des cabinets ministériels, dans des partis politiques, il n'y en a que 10. Donc on n'est pas sur des volumes comme l'OFAGE, mais on est un laboratoire où à la limite on fait des petits. On travaille aussi, il y a eu le laboratoire, disons, un grand forum sur l'innovation au mois de mai, où en fait il y a toujours les ministres français et québécois. Et c'est vrai qu'ils veulent en faire le Davos de l'innovation, et nous on aide les gens qui sortent d'HC, par exemple, ou de grandes écoles, et qui veulent monter des startups. Donc en fait, on est capable, bien sûr, d'aider les gens, n'importe qui, des étudiants, ou même à la limite à la demande, parce qu'on va signer prochainement, mi-novembre, une convention cadre avec les associations d'élus qui sont les associations des régions, des départements et puis des grandes villes de France. L'intérêt, c'est de donner la notion d'une convention cadre qui dit qu'à un moment, après, les collectivités, bien sûr, on ne fait pas d'ingérence à l'intérieur des collectivités. Les collectivités sont quand même maîtres de leur budget et de leurs actions, mais c'est vrai que derrière, il y a une action qui se dit à un moment, ça s'inscrit. L'intérêt de la mobilité, par rapport à ce dispositif, c'est important. On s'aperçoit aussi qu'une région, je prends le cas d'une région que je connais bien, mais j'en connais, c'est-à-dire qu'à un moment, une région n'est pas mobile que sur un pays. Donc en fait, à un moment, nous, on n'a pas les régions ne font pas de la mobilité que dans un pays, donc elles ont 30 ou 40 pays dans leur panel. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais c'est à nous à bien montrer qu'on est présent, on est ouvert. Et cette mobilité, alors moi, mon collègue du Québec, il a créé il y a 4-5 ans, il est allé au-delà de l'OFQJ, il a créé ce qu'on appelle Logique, c'est-à-dire un organisme de mobilité sur le monde entier. Alors, il avait fait sur la Belgique, sur le Mexique, sur les Amériques, et là il a créé. Nous aujourd'hui, en France, il n'y a pas d'organisme sur la mobilité, il y a une multitude d'acteurs. Et c'est vrai qu'à un moment, ce que disait Béatrice tout à l'heure, c'est important. Il faut qu'avec notre multitude d'acteurs, nos multitudes d'actions et notre offre qui est fondamentale, il faut que ça soit lisible vis-à-vis du jeune. Parce qu'à un moment, c'est ça qui est fondamental. Aujourd'hui, il y a des moyens, il y a des gens qui s'investissent, il y a des compétences, il y a de l'expertise
Et à la limite, c'est très difficile pour que le jeune qui sort, qui a 18 ans et qui dise à un moment qu'est-ce que je peux faire, comment je peux être accompagné. Et c'est vrai qu'on a intérêt d'être lisible, c'est pour ça que je trouve ce style de tribune est intéressante et que ce style de rencontre est intéressant, parce qu'à un moment, on a besoin de dire, voilà, on existe et à la limite, on en parle et on se renvoie. C'est-à-dire qu'à un moment, moi je sais que je suis pas sur les dispositifs européens, avec Béatrice, on a décidé de vraiment travailler ensemble et de travailler de façon complémentaire, parce qu'on est les deux organismes bigouvernementaux de la France, et c'est vrai qu'à un moment, des fois, il y a des choses où elle voit des intérêts outre-Atlantique, moi je vois des intérêts européens, je vois qu'à un moment, quand on est dans un outil, à la limite, elle a fait un outil qui est beaucoup plus intéressant, moi j'en ai un autre, donc en fait, à un moment, il est intéressant d'être complémentaire et de dire l'intérêt principal de notre action, c'est les jeunes, c'est l'emploi, c'est la formation et c'est la mobilité. Vous savez, quand un jeune, il va aller au Québec, autant il y a 15 ans ou il y a 30 ans, il allait au Québec, il y restait. Le jeune aujourd'hui, il va au Québec, il reste quelques mois, quelques années, et puis après, s'il est anglophone ou s'il est hispanophone, il va dans l'hémisphère sud, il va en Amérique du Sud, ou il va en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais c'est vrai qu'à un moment, il bouge, donc vous le savez, vous connaissez mieux que moi ce dispositif, donc c'est vrai qu'il faut qu'on s'adapte et qu'on soit qu'on veille au mieux par rapport à cette jeunesse qui demande. Voilà. Donc une multitude de programmes qu'on a, une multitude, nous on regarde les opportunités qu'il y a, c'est vrai qu'on a des demandes multiples et variées, on fait face, et derrière on a un laboratoire, et on est sur des petits effectifs avec une compétence importante. Moi les gens, j'ai découvert que les gens, quand je suis rentré à la structure de l'OFQJ, travaillent là depuis longtemps. Bien sûr, c'est intéressant, mais aussi, il y a aussi la compétence qui s'est développée et aussi des gens qu'on a besoin, parce que j'ai rencontré dans l'avion au Québec quand j'étais la semaine dernière, des gens qui disent heureusement qu'on a eu telle personne qui nous a permis de monter un dossier, parce que c'est vrai que la fille, je la voyais, je ne sais même pas si elle savait complètement bien écrire, mais au moins elle allait pour la première fois, elle était marseillaise, elle allait au Québec, et pour elle, elle avait des yeux qui brillaient quand elle était à l'aéroport à Montréal. Elle se dit, j'ai été pris en charge, on m'amène à l'aéroport, on m'amène à l'hôtel, et donc en gros, je vais découvrir quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je vais découvrir, et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Walton. Alors on est à Bordeaux, et vous avez la chance d'avoir à Bordeaux l'agence européenne de E2F, Europe Éducation Formation France. Alors quand on prononce le nom de l'agence, tout de suite on pense Erasmus, c'est un nom qui a été prononcé plusieurs fois. C'est au-delà de ça. Sébastien Thierry, qui est directeur adjoint de l'agence, va nous en parler. Et puis surtout, puisqu'on a dit qu'on allait se tourner un petit peu vers l'avenir, vous allez nous parler de l'évolution de l'agence et des programmes européens dans le cadre d'Erasmus+. Merci Daniel. On est une agence nationale, donc au risque de décevoir certains, on a un devoir d'équité de traitement sur l'ensemble du territoire, et donc nous ne favorisons pas particulièrement les acteurs aquitains, mais c'est vrai qu'on en est quand même proche par le cœur et la géographie nécessairement. Peut-être auparavant, avant d'évoquer Erasmus+, j'aimerais juste revenir rapidement sur ce qu'on s'est dit là, depuis ces derniers 24 heures, depuis hier après-midi finalement, sur les apports de la mobilité et de l'éducation interculturelle. Personnellement, je suis très satisfait en fait, parce que on est peut-être en train de démontrer le boson de Higgs de la mobilité, l'existence du boson de Higgs de la mobilité. Vous savez, le boson de Higgs, c'est celle qu'on appelle la particule de Dieu, celle dont l'existence a été démontrée en fait théoriquement depuis, je crois, une bonne vingtaine d'années par monsieur qui s'appelle Higgs, en l'occurrence. Mais il a fallu construire une sorte d'instrumentation gigantesque qui se situe à 500 mètres sous terre entre la France et la Suisse, et qui a une circonférence de 26 km quand même, pour arriver à observer, je crois que c'était l'an dernier, dans le choc des particules qui se produisaient avec des vitesses et des puissances phénoménales, arriver à observer véritablement cette particule. Donc on en connaissait l'existence, mais difficulté finalement, ou impossibilité, même technique, à l'observer en tant que tel. Dans le cas de la mobilité, on sait tous, d'ailleurs tous ici dans cette salle, on en est convaincus,
Il est peut-être d'ailleurs dommage que d'autres, qui en sont un peu moins convaincus, ne nous aient pas rejoints plus nombreux. On est tous convaincus que ça fait quelque chose. On est tous convaincus qu'il y a un effet, qu'il y a un impact, on en a parlé. Mais à travers ces différentes enquêtes qu'on a évoquées, l'enquête sur la mobilité des apprentis, qui est portée par un consortium de l'agence, de 17 régions, de 2 organisations consulaires, les CCI, la PCMA et les compagnons, donc des organisations qui sont très très impliquées. L'enquête sur la mobilité des demandeurs d'emploi, eh ben on arrive à démontrer finalement qu'il se passe quelque chose qui, je crois, à certains égards, a été très bien résumé par Isabelle Recotier hier quand elle a évoqué la question de l'estime de soi. C'est peut-être ça le lien entre le fait de partir à l'étranger, de découvrir, d'être projeté dans un environnement qui nous est étranger, auquel on est obligé de s'adapter. On s'adapte, et finalement c'est ça qui, quelque part, va faire aussi la différence dans une trajectoire future au niveau d'une personne. Donc ça, pour moi, je trouve que c'est un aboutissement. Ce n'est pas la fin, certainement, mais en tout cas, c'est une étape extrêmement importante. La prochaine étape, et c'est encore Isabelle qui l'a mentionné, c'est peut-être qu'il va falloir qu'on en démontre l'efficience de tout ça. À mon avis, on en est tous conscients au niveau là, des opérateurs de mobilité. Ça produit un effet, c'est très bien. Le voyage forme la jeunesse, on en est tous convaincus, mais à quel coût? Et ça, on sait aussi que c'est un enjeu. Si on n'arrive pas à démontrer quelque part que ça est efficient économiquement, par les temps qui courent, par rapport au budget public européen, on sait aussi l'enjeu qu'il y a derrière ça. Alors, puisqu'on parle de sous, de façon très triviale, Erasmus+, c'est la bonne nouvelle. Erasmus+, c'est plus de sous, déjà. C'est plus de beaucoup de choses, en fait. Erasmus+, c'est donc le programme qui prend le relais des programmes qu'on connaissait, Erasmus, Leonardo, Comenius, Jeunesse en Action également, donc, et qui va coiffer l'intervention de l'Union européenne dans les champs de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de l'enseignement scolaire, de la jeunesse, de l'éducation des adultes aussi, figurez-vous, du sport également, il y a un volet sport, pour en tenir en fait au simple volet éducation et formation, ça va faire d'ores et déjà une différence substantielle dès 2014. L'Union européenne, en fait, je pense que le mot est à prendre vraiment au sens fort du terme, l'Union européenne souhaite investir dans sa jeunesse. Investir, c'est lui donner les moyens d'avancer et à travers les coopérations qui se mettent en place dans les domaines de l'éducation et de la formation, à travers les possibilités de mobilité à l'étranger, sous ces différents dispositifs, on est vraiment sur la formation de la force de travail des citoyens européens pour le futur. Concrètement, la formation professionnelle initiale, donc chez nous les apprentis de niveau 4 et 5 et les élèves des lycées professionnels, dès 2014, il devrait y avoir à peu près plus de 50% de financement disponible par rapport à ce qu'on connaissait sur Leonardo en 2013. Donc on a véritablement des possibilités très larges qui s'ouvrent. Sur le volet enseignement supérieur, on va aussi avoir, alors je crois que c'est de l'ordre de plus 30% de crédits supplémentaires. On a des nouvelles possibilités qui s'ouvrent aussi, et ça c'est en termes plutôt de projets de coopération, donc moins la mobilité que la capacité d'organisation, d'organisme. Alors ça peut être les universités, ça peut être les lycées, ça peut être les conseils régionaux justement, à porter des projets, à porter de l'innovation à travers ça. On a là aussi des nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Dans le champ de la formation professionnelle, on les connaissait, il y avait déjà des possibilités qui existaient, mais ce qui est nouveau, c'est peut-être aussi dans le champ de l'enseignement supérieur, de l'éducation des adultes également, de l'enseignement scolaire, avec des facilités, notamment pour promouvoir le transsectoriel ou l'intersectoriel, c'est-à-dire la capacité de travailler à la fois sur l'enseignement supérieur, sur l'enseignement scolaire. On sait que ces transitions entre les différents systèmes sont souvent une gageure à notre niveau. Lorsqu'on passe du système lycée au système enseignement supérieur, on a souvent un fossé au niveau des acteurs. Bon, là, il y aura des possibilités de travailler. Donc,
les financements à travers ces programmes, je pense qu'ils seront disponibles, et puis mes collègues ont évoqué évidemment tout ce qui existe à travers le franco-québécois, le franco-allemand ou d'autres possibilités encore. Finalement, on se rend compte que si l'on veut partir en mobilité, pour financer la mobilité en tant que telle, l'argent est là. Là où on rencontre, je pense, un peu plus des difficultés, ça a déjà été évoqué, c'est comment est-ce qu'on le rend visible, et au-delà, comment est-ce qu'on le rend accessible, et notamment à des publics qui ont peut-être un petit peu moins accès à l'information. Alors ce qui était intéressant aussi au cours de ces journées, je trouve, sur la première table ronde d'hier, on a eu un contraste assez saisissant, j'ai trouvé, entre une description de ce qui se faisait dans le domaine de l'enseignement supérieur, alors plutôt niveau master et recherche. On a une mécanique finalement qui existe, qui est plutôt bien rodée, qui permet véritablement de faire des mobilités de haut niveau avec un objectif d'atteindre, alors plutôt les objectifs en termes d'excellence pour l'enseignement supérieur. Et puis à côté de ça, on avait plutôt dans le champ, alors c'était le volontariat qui était choisi, mais on aurait pu choisir d'autres secteurs, des choses qui étaient peut-être un petit peu moins structurées, un peu plus complexes à mettre en place. Donc clairement, on est face à une complexité, c'est-à-dire que les jeunes, c'est en réalité des publics qui sont différents, qui répondent à des statuts différents, qui s'inscrivent dans des dispositifs différents et auxquels on ne peut pas s'adresser de manière homogène. Donc là, il faut qu'on arrive, nous, à traiter aussi de manière différenciée ces différents publics, mais il faut pourtant qu'on arrive à rendre accessible. Alors, je vais peut-être simplement me limiter à donner quelques exemples. On a déjà évoqué le comité interministériel de la jeunesse avec les initiatives qui se mettent en place pour qu'on essaie de travailler ensemble, ce qui est en tout cas plutôt nouveau à notre niveau et qui je pense, devrait aboutir à des choses assez intéressantes. On a déjà travaillé ensemble pendant, ça fait 1 an qu'on a creusé un petit peu la question de la valorisation des acquis de la mobilité au niveau des 4 opérateurs, OFQJ, AFPJA, OFAGE de The2F. Bon, moi je pense, c'est une proposition que je mets sur la table, je pense qu'il y a des choses à faire en matière de promotion de nos dispositifs. Nous avons au niveau de l'agence un réseau qui s'appelle les développeurs de la mobilité. Ce sont des personnes qui sont dans des organisations très diverses par ailleurs et que l'on forme finalement à nos actions, à nos dispositifs pour qu'eux-mêmes puissent faire de l'accompagnement de proximité. Lorsqu'on intervient au niveau d'un territoire pour faire de la formation de ces développeurs par rapport au public, dans la mesure où on a des publics qui sont les mêmes, il me paraîtrait complètement logique que l'on puisse promouvoir, qu'on puisse former sur les dispositifs, par exemple dans le domaine de la formation professionnelle. Lorsque l'on va parler d'Erasmus+, formation professionnelle, je pense qu'au niveau de l'OFQJ, il y aurait des choses qui pourraient intéresser aussi ces différents publics. Et ça, à faire en coordination avec les acteurs sur le territoire, que sont les conseils régionaux évidemment, que sont aussi les autorités académiques ou universitaires lorsqu'on est dans le champ de l'enseignement supérieur. Peut-être mentionner aussi une autre initiative que l'on est en train de lancer là actuellement, plutôt dans le champ de l'apprentissage, puisqu'on a choisi finalement de se concentrer sur ce public-là. Là aussi, on se rend compte qu'il y a finalement souvent un déficit un petit peu de coordination, de dialogue entre les différents acteurs à l'échelle d'un territoire, de façon très technique. Donc ça se voit dans les appels à propositions. On a des demandes de financement qui émanent de différents acteurs et qui ne sont pas forcément coordonnés. En termes de gestion derrière, ça peut produire des difficultés. Donc il nous semble important finalement de favoriser le dialogue entre les différents acteurs. Nous, au niveau de l'agence, on n'a pas aucune injonction à faire ou quoi que ce soit. Notre rôle étant simplement d'essayer de mettre ces différentes personnes autour de la table et de leur dire, écoutez, ça serait peut-être utile que vous puissiez vous parler, mais afin de favoriser finalement une coordination avant le dépôt des projets. Donc ça, c'est une initiative qu'on lance et qu'on va poursuivre tout au long de l'année 2014. Et puis ma foi, on verra ce que ça donne. Mais on sent bien qu'on est actuellement dans un moment où on a des instruments financiers, on a des réseaux qui existent, mais il est important qu'effectivement on parvienne à une coordination
qui s'établissent au niveau donc, national, au niveau des opérateurs, et qui puissent se décliner au niveau des territoires. Moi, je rejoins complètement Candice quand elle dit que c'est probablement l'échelle régionale, en tout cas, avec les différents acteurs qui sont actifs, qui est la bonne échelle pour introduire une organisation coordonnée de l'ensemble. Donc voilà. Merci beaucoup Sébastien. Justement, l'échelon régional, on va en parler. On a entendu des choses très très intéressantes. Là, j'espère que ça suscitera un certain nombre de questions de votre part, puisque on parle de lisibilité, d'accessibilité, on parle de financement. Oui. Oui, c'est pour ça, je vous écoute. Oui. Je préfère pas trop forcer. Voilà, donc moi j'ai été contactée à un moment donné où, parce que j'entends depuis le début, moi j'étais pas là depuis le début, donc mais pas si jamais vous en avez parlé, mais à une époque où le programme, moi j'ai travaillé à l'époque où c'était Socrates 2, le programme s'appelait Erasmus pour tous. Et donc je voudrais savoir comment le passage en fait d'Erasmus pour tous à Erasmus+. Et je me rappelle aussi avoir discuté avec la responsable de la DG Culture qui proposait par exemple des prêts étudiants pour résoudre un certain nombre de problèmes, parce que bon, les obstacles, c'est très très bien d'être satisfait, mais il y a quand même des obstacles à la mobilité dont on a un peu parlé, mais qui est toujours important de rappeler. J'ai vu aussi par exemple les objectifs qui étaient de 10% sont passés à 20%, mais les 10% on n'y est pas non plus dans le cadre d'Erasmus en tout cas. Et donc les 20% ça va être aussi un problème, et il y a des problèmes aussi qui sont liés au fait que les bourses, toutes les bourses ne sont pas données une partie de la bourse est donnée à la fin, et donc il faut faire l'avance dans certains pays où en fait c'est quand même assez cher de pouvoir se loger, etc. Donc il y a un certain nombre d'obstacles dont on n'a pas parlé. Et une autre, puisque quelqu'un m'a donné l'occasion aussi de rappeler ça, en parlant de réciprocité, effectivement, ce sont des échanges, mais c'est pareil, dans le cas d'Erasmus, par exemple, la réciprocité n'est pas respectée, en tout cas pour tous les pays. Il y a des pays essentiellement importateurs et des pays essentiellement exportateurs. Donc je voulais savoir si vous aviez vu des réflexions à ce sujet et connaître un peu les évolutions de comment on est passé de pour tous à plus. Voilà. Alors, très très rapidement, parce que je pense que c'est important qu'on finisse quand même le tour de table avant de poser les questions. Pour tous à plus, c'est le processus de décision législative au niveau de l'Union européenne. La proposition, la Commission a le monopole de l'initiative, donc dans sa proposition, elle avait proposé un programme qui s'appelait Erasmus pour tous. Il y a un processus qui s'appelle le trilogue, qui associe la Commission, le Parlement européen, le Conseil, qui discutent des propositions de la Commission. L'aboutissement de cette discussion, ça a été de dire c'est pas pour tous, c'est plus. Voilà. C'est aussi bête que ça. Il y a évidemment une petite histoire derrière, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et peut-être que pour les autres questions, on pourra les traiter après l'intervention. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'effectivement. Ouais, plus rien qui marche. Oui, juste, on va effectivement terminer un petit peu le tour de table. On va relancer les questions. Je vois que ça suscite de l'intérêt. On va terminer le tour de table avec Madame Catherine Bessy, qui est vice-présidente du conseil régional chargé de la formation professionnelle. Et là, on va avoir un nouveau point de vue qui sera intéressant, puisque en tant que région, on n'est plus là sur un opérateur de mobilité dont la vocation est spécifiquement de proposer des programmes de mobilité. On est sur un acteur au niveau régional qui considère que les programmes de mobilité font partie d'une politique plus générale et qui peut, enfin vous allez nous expliquer, Mme Catherine Bessy, peut s'appuyer justement sur des opérateurs existants. Vous avez pratiquement tout dit, c'est bien, comme il me revient presque d'intervenir en dernier. Oui, c'est tout à fait ça, effectivement, la mobilité en tant que telle, ce n'est pas une compétence région. Pour autant, nous estimons que
dans le champ de nos compétences, cette question-là, elle doit faire partie des questions que nous avons à traiter, que nous devons avoir en responsabilité, puisque je rappelle, et puis ma collègue Anne-Marie Cocula, vice-présidente à l'éducation et à la culture, était là hier et qui a tracé une évocation plutôt historique aussi de ces questions de mobilité. Effectivement, nous avons en compétence les questions d'éducation, d'apprentissage, de formation professionnelle et aussi de développement économique, de lien avec l'entreprise. Parce que c'est justement aussi à travers tous ces fils qu'il convient de tirer que nous avons fait le choix en Aquitaine, de manière volontariste aussi, de porter, d'encourager, de soutenir, d'accompagner des politiques de mobilité à travers les publics que nous avons en charge. Alors ces publics, bien vous les connaissez, ils ont été évoqués, ils sont assez connus et assez traditionnels pour la plupart. Je veux parler donc des publics étudiants, mais aussi des publics lycéens, et nous avons ajouté aussi ces publics pour lesquels c'est encore moins évident peut-être que pour les autres, les questions de mobilité internationale, ce sont les apprentis, mais aussi les demandeurs d'emploi et les jeunes des missions locales, les jeunes les moins qualifiés. Et la tâche a été vaste, donc nous ne sommes pas opérateurs en tant que tels, nous avons une plateforme Aquitaine Cam Mobilité qui est donc sont ici présents, Joël Labure, Tana Ramendi et puis d'autres collaborateurs, donc qui est une plateforme que nous avons mise en œuvre justement pour permettre aux opérateurs eux-mêmes de les aider à monter ces projets, parce que je crois aussi, ça peut-être pas toujours été évoqué, on a beaucoup parlé de financement des projets, mais je crois que ce qui est délicat aussi et complexe, c'est la mise en œuvre de ces projets. C'est monter un projet, aller chercher les financements et la mise en œuvre, et je vois que les missions locales et tous ceux avec lesquels nous portons des projets sont tout à fait d'accord avec moi, parce que là c'est quand même un petit peu compliqué, même si les financements existent, vous l'avez dit, il reste toujours des compléments à trouver, et là c'est un petit peu plus complexe. Donc, ce que je voudrais dire, c'est nous avons édité un passeport, j'espère que vous l'avez eu dans vos pochettes, avec 15 solutions. Nous avons dit 15 solutions. Et moi, je le trouve très bien fait. Il évoque un passeport que nous connaissons bien, même si là, celui-ci est de couleur verte. Et il reprend de manière très simple, en fonction des publics, les types de dispositifs à mettre en œuvre. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture de ces dispositifs. Vous les avez et vous voyez qu'ils sont globalement bien utilisés et bien connus par les Aquitains. Je vais peut-être juste en évoquer un ou deux plus particulièrement parce qu'ils touchent de plus près ma compétence, qui est donc la formation professionnelle, les demandeurs d'emploi et les jeunes. Ce matin, pour ceux qui ont eu la chance de participer aux ateliers, je n'y étais pas, mais on en a dit le plus grand bien, a été présenté dans un des ateliers un projet Aquitaine, dont je salue les collègues là-haut de la ville de Martignas qui ont porté ce projet, avec des témoignages de jeunes. Alors ça, c'est un projet qui existe nulle part ailleurs en France ni au monde, forcément on en est très fiers. Il est né dans cette région aquitaine, il s'appelle Aquitaine, voilà, je trouve que c'est un très joli nom. Et c'est un projet, vous en avez une petite fiche sur le passeport, qu'on a complètement imaginé pour des jeunes qui sont donc suivis par les missions locales. Des jeunes qui bien souvent, je ne vais certainement pas le dire aussi bien que eux l'ont dit, parce qu'il paraît qu'ils ont fait un tabac ce matin, ces jeunes qui étaient là, pour celles et ceux qui ont entendu les témoignages. Mais c'est un projet qui est travaillé avec, généralement, donc qui est travaillé avec les missions locales et Aquitaine Cam Mobilité, pour de la mobilité à l'international, que nous avons voulu dans des pays francophones, justement pour essayer de limiter au maximum les difficultés liées à la langue, des jeunes qui bien souvent ne sont jamais partis de chez eux, certains n'avaient même jamais pris le train, alors l'avion encore moins, et qui vont donc, à la faveur de projets à vocation un peu humanitaire, qui vont donc pendant une immersion de plusieurs semaines se livrer à des apprentissages, certes de la rencontre de l'autre, mais aussi la rencontre avec eux-mêmes, et puis aussi des apprentissages un peu de gestes professionnels, parce que derrière, l'idée, c'est bien que quand ils reviennent, eh bien, ils ont compris aussi
l'utilité d'accomplir des gestes qui finalement peuvent se traduire par des apprentissages, par des métiers. Et les CFA sont aussi mobilisés sur ces projets Humaquitaine, et à chaque fois que je peux le faire, je vais voir des témoignages, et ce sont vraiment de très très belles aventures, de très belles histoires, et il en ressort toujours que c'est jamais comme avant quand ils reviennent. Et cette mobilité-là, on est un peu fiers de l'avoir mise en œuvre, avec de beaux financements de la région, je dois le dire, même si je sais que les porteurs de projets se démènent, les communes, les territoires, pour accompagner, apporter le complément de financement. Ce sont de beaux projets, parce que je me dis que là, si nous n'avions pas permis que cela se fasse, ça ne se serait jamais fait, parce que pour ces publics-là, eh bien, il n'existe pas de dispositif de mobilité institué. On peut dire qu'ils sont peut-être passés un petit peu à côté de tout ce que les institutions ont pu imaginer. Donc voilà, on est fiers du Humaquitaine. Je voudrais dire aussi sur les stagiaires de la formation professionnelle, les demandeurs d'emploi aussi. Nous avons mis en œuvre des dispositifs de mobilité, et j'ai en mémoire la Brigitte Babin qui est devant, qui est une cheville ouvrière, partisane convaincue, parce qu'il faut des femmes et des hommes qui croient au dispositif de mobilité pour que ça se développe et que ça se déploie, parce que c'est pas simple. Tu étais avec moi dans les Pyrénées-Atlantiques il y a un an, quand on a rencontré ces stagiaires, des adultes demandeurs d'emploi qui sont partis, c'était en Finlande ou en Suède, je ne sais plus, bref, sur les métiers du bois. Et ils ont complété leur apprentissage de construction de bois, qu'ils ont appris en formation professionnelle, dans le cadre du PRF classique. Ils ont complété cette formation de bois en allant se confronter pendant un bon mois. Là où ça se passe, le cœur de ce métier sur la construction bois, ils ne connaissent pas un mot de la langue. Ils se sont débrouillés comme des chefs, et les retours qu'ils nous en ont fait, c'était absolument fabuleux. Ils sont revenus en ayant dit d'abord sur le CV, ça fait quand même quelque chose de plus quand on va vendre en entreprise, en employeur. Certes, on a maintenant un titre professionnel de métier de constructeur bois, mais en plus, on est allé se frotter, l'affronter, le confronter avec d'autres techniques dans un autre pays qui a un vrai savoir-faire dans le domaine. C'est incontestablement un plus. Et puis, ça a donné une confiance en eux, quelque chose d'incroyable. Ces hommes, et je dis ces hommes parce que là en l'occurrence c'est un groupe d'hommes, mais voilà, c'est pas écrit dans le règlement que ça doit être que des hommes, bien évidemment. Là c'était des hommes. Ils sont revenus en se disant, on n'aurait jamais cru qu'on était capable d'aller travailler dans une entreprise pendant un mois loin de chez nous, sans parler la langue, mais en fait ce qui nous a réunis avec les autres, c'est qu'on savait faire le même métier, le même geste. Et en fait, on s'est aperçu qu'on pouvait encore faire mieux notre métier, parce qu'on leur a appris des choses, nous ont appris des choses, on a vu des techniques qu'on n'aurait pas vues. Et là, on était quand même assez fiers, moi je dois le dire, parce que je trouve que ça donne du sens quand même au choix qu'on fait. Je voudrais quand même dire que, parce qu'on parle aussi un peu de chiffres, alors on va un petit peu en parler. En 2012, c'était pratiquement 12 000 Aquitains qui ont été concernés par les aides de la région Aquitaine sur la mobilité internationale, avec un budget qui est en augmentation, puisque le budget 2013 est au-delà de 5 millions d'euros, parce qu'on a rajouté à ces dispositifs-là de nouveaux dispositifs, dont l'opération sac à dos. L'opération sac à dos, c'est des 16-22 ans, qu'on avait déjà fait, mais pour du premier projet de vacances structuré collectif pour des jeunes en France, et là maintenant on l'a mis dans une dimension européenne, qui travaillait avec les missions locales. Ça aussi c'est quelque chose, des témoignages de jeunes qui pour la première fois partent en vacances et font un projet collectif, gèrent un budget. Voilà, ça c'est quelque chose aussi de se dire qu'on peut accompagner ce déclic-là. Et puis aussi une bourse d'excellence que nous avons mis en œuvre pour les lauréats aquitains des Olympiades des métiers. Alors, tous ceux qui sont en région connaissent les Olympiades des métiers, ces fabuleux moments qui font que tout ce qui se fait de mieux dans les CAP et les apprentissages, dans toutes les disciplines, parce que nos jeunes ont de l'or dans les mains, et bien là, ceux qui sont lauréats de ces Olympiades des métiers, donc désormais ont aussi une bourse d'excellence parce qu'ils sont tellement doués de leurs mains qu'aller exporter leur savoir-faire aussi à l'étranger et s'enrichir d'autres rencontres, c'est essentiel. Je voudrais aussi, pour compléter aussi notre approche en tant que collectivité locale sur la mobilité, dire aussi, et je sais que ce matin il y avait dans un autre atelier Jérôme Berchat, qui est le directeur de l'aérocampus
Aquitaine, nous avons initié au niveau de la région Aquitaine des pôles d'excellence de formation. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une filière qui est particulièrement identifiante, une filière stratégique pour l'emploi en Aquitaine, nous avons mis en œuvre toute une stratégie de formation, un pôle d'excellence de formation avec les entreprises qui sont sur ces filières-là. La première filière sur laquelle nous avons travaillé, ça a été la filière de la maintenance aéronautique, qui est pourvoyeuse d'emploi en Aquitaine, et dont le premier pôle d'excellence a été donc l'Aérocampus, qui est pas très loin d'ici. Nous en avons une deuxième qui va voir le jour début 2014, c'est le pôle d'excellence de formation sur les métiers du cuir et du luxe, dans le nord de la Dordogne, parce que là aussi il y a un environnement d'entreprise du cuir et du luxe que je ne citerai pas parce que j'en ai pas le droit, mais avec des vrais savoir-faire et pour lesquels il est important de mettre en place des formations de qualité, parce que au-delà de la France, eh bien, ces formations-là, ces savoir-faire-là, ils sont très identifiants. Et donc, nous mettons en œuvre maintenant des programmes de mobilité qui collent à ces pôles d'excellence de formation. Concrètement, sur la maintenance aéronautique, vous avez évoqué le partenariat avec l'ANDES. Il y a aussi en Allemagne, donc dans le cadre d'une convention de partenariat, des industries sur la maintenance aéronautique. L'ouverture du lycée franco-allemand, du seul, unique lycée franco-allemand, filière professionnelle, lycée franco-allemand en France, va permettre des échanges entre les jeunes, entre les entreprises en Aquitaine, sur la maintenance aéronautique et les entreprises, en gros c'est Sabena et Lufthansa qui ont décidé conjointement d'échanger leurs jeunes, avec aussi un échange à peu près similaire sur la région Émilie-Romagne, puisqu'il y a aussi un centre de maintenance aéronautique un peu similaire à Forlì. Donc on voit qu'à travers ce lien entreprise, formation initiale, formation professionnelle, sur des filières stratégiques, on va travailler la mobilité, en formation initiale, en formation continue, et puis sur les métiers du cuir et du luxe. On a rencontré avec le président Alain Rousset, parce qu'on a un partenariat un peu traditionnel sur la province d'Aragon, en Espagne, plutôt sur la peau qu'enfant, mais ils sont aussi très intéressés parce qu'ils ont une tradition aussi sur le cuir. Et nous avons également été contactés par les régions de Florence. Là aussi, il y a une tradition sur le cuir et le luxe. Et on voit comment, finalement, en s'appuyant, nous, sur nos pôles d'excellence de formation, des vrais savoir-faire, un tissu d'entreprise, on peut arriver aussi à formaliser de la mobilité. Et je crois que là, on est vraiment dans notre rôle de région, d'institution, de conseil régional, puisqu'on est un petit peu au milieu de ces compétences-là qui nous appartiennent de mettre tout ça en relation et en réseau et d'activer les dispositifs qui vont bien. Et je voudrais juste terminer, parce que vous évoquiez Erasmus, le plus, le pour tous, voilà. Quoi qu'il en soit, moi j'ai cru comprendre quand même que le public stagiaire de la formation professionnelle et demandeur d'emploi ne serait plus à Erasmus. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Moi je le dis, je pense que bon nombre ici partage mon avis, ce n'est pas une bonne nouvelle. Parce que c'était bien que l'Europe se préoccupe aussi d'accompagner, de soutenir la mobilité de ce type de public. Certes, il y aura le FSE qui reste mobilisable, l'axe 2 donc le FSE qui reste mobilisable sur le financement de ce genre d'action. Parce que nous sommes des battants dans la région Aquitaine, nous l'avons inscrit sur le prochain BO 2014-2020, cet axe de mobilité sur la FSE. Il reste cette question, mais on ne va pas ouvrir le débat sur le FSE parce que je crois qu'on va y passer des nuits. Il reste la question quand même de la complexité de la mobilisation du CFSE. C'est lourd, c'est très lourd pour les structures, donc il nous reviendra la responsabilité de faire en sorte de ne pas casser cette dynamique qui a été initiée en direction de ce public-là et de voir avec les opérateurs de quelle manière nous allons pouvoir batailler fermement, si tant est que c'est pas facile de batailler fermement avec l'Europe, hein. C'est pas facile. Mais on va le faire, on a beaucoup de pugnacité, puis on n'est pas seul parce qu'on se sent vraiment poussé, encouragé et soutenu dans cette épreuve-là, de faire en sorte que des mesures d'accompagnement, d'ingénierie puissent être proposées aux opérateurs parce qu'il est important
que ce public-là, que nous avons réussi maintenant à mobiliser, sur lesquels on voit que ça marche, on le voit. Tout ce que je viens de vous décrire, c'est du concret, c'est du pragmatique. Et donc il est important aussi que l'Europe prenne en considération ces mobilités-là, parce que nous avons des évaluations, et je termine là-dessus bien évidemment, et l'impact de la mobilité en termes de recherche d'emploi, de remobilisation, d'accès, de mobilisation vers de nouvelles formations pour aller toujours plus loin, il est essentiel. Donc nous n'abandonnerons pas cette politique-là, bien au contraire, nous y croyons et en plus nous voyons de plus en plus quels autres développements on peut faire. Merci beaucoup Catherine Bessy. Donc la mobilité on en fait, puis on en fait avec passion. Donc, hein. Oui, il y a de belles équipes. Hein. Alors, on est malheureusement un peu en retard sur le programme, beaucoup en retard. Je crois qu'on a commencé tard, on n'a pas réussi à rattraper le temps perdu. J'aimerais malgré tout laisser un petit peu de temps aux questions. Je ne sais pas quelle latitude on a pour déborder un petit peu sur le temps. Il y a des gens qui ont des transports de retour à prendre, pour ceux qui ne sont pas de la région bordelaise. Disons que peut-être de façon raisonnable, on se laisse un gros quart d'heure, 20 minutes pour des questions. Non, Thierry, non, ça... Un quart d'heure. Donc, un quart d'heure de questions. Donc, faites des questions courtes pour qu'il y ait le plus de questions possible. Et peut-être on va faire un peu comme hier, c'est-à-dire qu'on va grouper 2-3 questions pour essayer d'avoir une réponse éventuellement collective. Oui, il y a un micro qui circule, vous pouvez commencer. Oui, Ghislain Brégeot, Wiki d'Aquitaine. Évidemment, je m'associe à la dernière remarque, un certain nombre de remarques de Catherine Bessy, en particulier à la dernière, concernant la fin de la mobilité du programme Leonardo destiné aux demandeurs d'emploi en formation professionnelle, mais c'est pas pour ça que je voulais intervenir. On parle beaucoup de mobilité internationale, alors on a parlé de jeunesse, on a parlé d'éducation, on a parlé un peu d'impact, de développement économique, des exportations, mais il me semble qu'il y a deux éléments importants qu'on n'a pas abordés, que j'ai pas beaucoup entendu dans ces 2 jours. C'est que, et l'exemple, parce que ce qui a été rappelé sur l'origine de l'OFAGE et de l'OFQJ, c'est qu'il y a une volonté politique des 2 pays au départ. Ça veut dire que, eh bien, la mobilité internationale, c'est aussi une question de politique étrangère. Et on n'a pas beaucoup entendu là, ce qui est normal, il n'y avait pas personne qui était identifié sur ces questions-là, mais en quoi ces mobilités répondent à une politique étrangère, alors de la France, pour ce qui concerne la France, mais aussi de l'Europe. Et peut-être aussi, à travers l'ex-SVE Monde, peut-être que dans Erasmus+, aussi, il y aura des possibilités supplémentaires, donc là je ne sais pas ce que peut en dire M. Thierry, pour ouvrir à aller plus loin que l'Europe. Comment est-ce qu'on peut mobiliser encore plus des jeunes dans le cadre effectivement des politiques étrangères, mais en tout cas en cohérence avec les politiques étrangères à la fois européennes et des pays européens. Voilà. Et puis on a évoqué un petit peu l'aspect aussi qui est lié à la politique étrangère de la francophonie. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie que la mobilité, elle est certes destinée, on a surtout parlé des jeunes, mais il y a aussi derrière le mot international toute une politique étrangère, et ces mobilités sont aussi dépendantes de ces politiques étrangères. On voit bien par exemple en ce moment qu'on ne peut plus envoyer de jeunes au Mali ou au Niger parce que la politique étrangère l'interdit. Alors ça c'était la première question courte. Il y a quelques autres questions, oui. Bonjour, Patricia Naud, référente mobilité internationale pour l'AFPA Aquitaine. Pour avoir accompagné les stagiaires dont Mme Dessy parlait, qui sont partis monter un sauna en Finlande, je me suis trouvée facilitée grandement par l'action du Conseil régional pour cette mobilité. Par contre, je vais devoir envoyer prochainement des stagiaires en Espagne, au Canada, peut-être dans d'autres pays. Et ma question serait, quand est-ce que vous comptez faire un mobility scope qui permettrait de dire, ben voilà, moi je pars de là, j'ai tel public, j'ai telle action, qui je dois voir, qui je dois rencontrer. Parce que par exemple, pour le Québec,
Je suis contente que vous soyez là aujourd'hui, mais j'ai commencé, on va dire, un petit peu à gratter le terrain. Je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'acteurs, qu'il y a beaucoup de dossiers, que les uns interviennent jusqu'à 35 ans, que les autres interviennent à partir de 18, que les autres interviennent sur certains frais, les autres sur d'autres. J'ai peur de ne pas avoir assez d'énergie pour faire le tour de tout le sujet et de passer peut-être à côté de choses intéressantes. Donc, est-ce que vous avez l'intention peut-être de réunir, vous êtes beaucoup d'acteurs sur la table, est-ce que vous aurez l'intention de réunir toutes vos capacités pour arriver à monter quelque chose qui soit vraiment lisible? On fait un petit tour de réponse avant de refaire un tour de questions. Par rapport aux deux questions qui ont été posées là, si vous voulez intervenir et répondre. Oui, sur l'outil commun, je crois qu'effectivement il faut absolument qu'on le fasse, même si aujourd'hui on est tous en lien, enfin on peut trouver sur le site internet de l'un le lien vers le site internet des autres, mais il faudrait sans doute un outil commun à tous qui explique simplement, parce que si vous regardez, en tout cas pour l'OFQJ, AFPGA, OFAG, c'est quand même assez simple en fait. L'Europe, c'est parfois un peu plus compliqué. Alors, effectivement, il faut être bac plus 27. Nous, on a eu des fonds FSE à l'OFAG. C'est vrai qu'on a, sur les 3 ans pendant lesquels on a eu les fonds, on avait quelqu'un à plein temps là-dessus. Donc, voilà, c'est compliqué. Je pense qu'on devrait tous militer aussi en direction de la Commission pour qu'il simplifie tout l'aspect bureaucratique des demandes, mais je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, on essaie tous de convaincre Bruxelles de simplifier les choses, mais on a du mal à se faire entendre. Donc première question, oui, je ne sais pas combien de temps il nous voilà, ça nous prendra, mais juste à moins d'1 an, ce serait bien. Et deuxième question sur la politique étrangère, oui, disons, je réponds peut-être en premier lieu sur l'OFAG, c'est yang, quoi, oui et non, c'est-à-dire on est quand même une organisation internationale financée par 2 pays avec pour objectif de faciliter le dialogue. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours au même niveau, les Français et les Allemands. Au contraire, l'idée de l'OFAG, c'est de donner à ceux qui dialoguent, et dans notre cas les jeunes, des outils pour pouvoir échanger sur un pied d'égalité. D'où la réciprocité, d'ailleurs, je crois que la personne est partie, mais c'est essentiel la réciprocité, justement dans l'apprentissage interculturel, parce que c'est ça qui garantit l'égalité entre les partenaires, mais en même temps, c'est vrai qu'un organisme binational n'est pas le prolongement d'une politique étrangère. Ça peut être éventuellement un outil, mais c'est pas tout à fait la même chose. En revanche, là où des opérateurs comme l'OFQJ, comme l'OFAG, mais j'imagine aussi l'agence ou la FPGA peuvent être confrontés à des difficultés politiques étrangères, c'est dans la question, par exemple, des problèmes de visa. Quant à l'OFAG, on organise des projets trinationaux avec des jeunes issus du pourtour méditerranéen, du Maghreb. Il arrive très souvent que il y a 1 ou 2 jeunes qui au dernier moment peut pas partir parce qu'il n'a pas son visa. Voilà. En revanche, pour l'OFAG, c'est vrai qu'on est quand même en premier lieu au service de l'Europe, avec cette conviction qu'on voudrait resserrer les sociétés civiles pour que l'espace public européen soit mieux armé, je ne sais pas si c'est le thème, en tout cas mieux doté pour pouvoir dialoguer avec d'autres régions du monde qui sont maintenant au moins aussi puissantes que nous, quoi. Monsieur Baltin, vous vouliez dire un mot? Oui, juste rapidement pour dire que vous avez raison, la mobilité internationale c'est une affaire politique. C'est-à-dire qu'à un moment, avec les ententes qui sont faites autant sur le texte allemand que sur le texte québécois, franco-québécois, c'est vrai qu'il faut savoir que c'est des ententes, des écrits qui sont validés par le gouvernement, votés par le Sénat, puis votés par l'Assemblée nationale française et québécoise. C'est-à-dire qu'à un moment, les secrétaires généraux que nous sommes avec Béatrice sont nommés par les gouvernements français et allemands ou québécois. C'est-à-dire qu'à un moment, ce n'est pas qu'une volonté unilatérale. Donc c'est important. C'est vrai qu'à un moment, il y a eu aussi une volonté de ce gouvernement-là de faire un comité interministériel de la jeunesse avec une charte importante, et c'est vrai que j'aurais aimé que le chantier 10, c'est bien accroître et diversifier la mobilité internationale des jeunes. C'est une volonté. C'est une volonté. Alors c'est vrai que ce que je disais tout à l'heure,
il faut de la lisibilité. La multiplicité des acteurs est importante. C'est vrai qu'à un moment, comme je dis, on se croise souvent. Moi, j'ai été assez, je veux dire, nommé depuis quelques mois, j'ai été assez surpris par le nombre de réunions qu'on peut avoir. C'est vrai que c'est des chantiers qui sont compliqués, mais c'est vrai que c'est aussi à nous de faire l'effort de synthétiser, de faire attention, de dire qu'aujourd'hui, à la limite, le jeune, il faut qu'il aille dans un des organismes, et qu'après les autres renvoient en fonction des compétences à l'autre, parce qu'on se connaît assez bien, c'est pas parce qu'on est à la même tribune qu'on se connaît pas, donc on dit pas ça m'emmerde pas, voilà. Alors que l'intérêt c'est ça, et vous avez raison cette question, sachant qu'à mon avis, il y a aussi le rôle des collectivités, c'est-à-dire que comme je dis, les États ils définissent des politiques, et c'est vrai que les collectivités aussi doivent s'adapter par rapport à leurs politiques qu'ils font et par rapport au territoire et au public qu'ils ont, et donc à un moment, c'est cette imbrication qui est importante. Et sinon, on veut signer avec la ministre de la Jeunesse une convention avec les associations des régions, des départements et des grandes villes de France, c'est aussi pour dire qu'à un moment, c'est pas qu'une volonté nationale, mais c'est bien aussi porté par les territoires avec une volonté, parce que vous savez que les grandes villes de France, les départements et les régions sont responsables de certains publics et de certaines compétences. Donc voilà. Mais après, vous avez raison, c'est pas parce qu'on le dit, comprendre, c'est réaliser l'acte moteur, donc il faut le faire, voilà. Et on est là pour ça. Merci beaucoup. Il nous reste 5 minutes. Je suis désolé, je pense qu'on va devoir faire une 19e université bis. 2 questions courtes et les réponses, et puis après on enchaînera avec le programme. Oui, Jean-Pierre Brossard, donc je suis consultant et formateur sur les programmes européens, en particulier la mobilité, depuis une dizaine d'années. Et alors moi je reste un peu sur ma faim par rapport à la nouvelle programmation de l'agence 2E2F. Je pense qu'on est quelques-uns dans ce cas-là. Et moi ce qui m'étonne beaucoup, en fait, c'est qu'on est sur un programme d'éducation et de formation tout au long de la vie. Et moi j'insiste souvent sur ce terme-là. Hein, la formation, il n'y a pas d'âge pour apprendre, etc. Vous connaissez les slogans comme moi. Et là, j'entends en fait qu'on se recentre essentiellement sur la jeunesse, sur la mobilité des jeunes, les apprentis, ce qui est très bien d'ailleurs, les jeunes avec moins d'opportunités, etc. Et j'ai le sentiment que les adultes sont un petit peu oubliés dans cette programmation. C'est-à-dire des chercheurs d'emploi, des gens en difficulté, qui sont au RSA, qui ont 40 ans, 50 ans, qui participaient au programme Grande Vic notamment. Et je suis assez inquiet en fait par rapport à cette dimension. Je ne parle même pas des seniors, puisque là, je crois qu'ils n'existent plus dans la même programmation. Donc voilà, j'aimerais avoir un peu le retour de Sébastien Thierry par rapport à cette évolution. Je vais répondre là. Quand tu as resté sur sa fin, il y a un stand, je n'ai pas voulu rentrer dans le détail, je pense que ce n'était pas l'objet quand même de cette table ronde. Il y a un stand avec des informations qui sont celles dont on dispose à l'heure actuelle. Et on est dans une période qui est forcément un petit peu critique là, où le temps s'accélère et en même temps on a relativement encore peu de choses. J'ai un écho, je ne sais pas si c'est très agréable pour vous. Ça va venir très bientôt. On a de plus en plus. Je pense que Candice effectivement le confirmera. On a enfin nous des informations précises, des détails qui nous arrivent au niveau des agences. L'appel à proposition est prévu pour fin novembre, début décembre. Dépôt des candidatures pour l'action clé numéro 1, la mobilité. La date qu'on nous a fournie, c'est 17 février, ça sera peut-être repoussé à mars. En tout cas, c'est 17 février, je pense qu'il vaut mieux garder à l'esprit. Dépôt des candidatures pour l'action clé 2, les partenariats, c'est le 30 avril. Donc tenez-vous prêts, ça va venir très vite. D'accord par rapport au public, là, sur à quel public s'adresse ce programme? Oui, il y a la part de l'Union européenne, puisque c'est un programme qui va être adopté qui a été proposé par la Commission, et qui va être adopté par le Parlement européen et par le Conseil des ministres. Donc on est bien sur, encore une fois, c'est du tripartisme. Ce sont les États membres, ce sont nos représentants élus au Parlement, et c'est la Commission dans son rôle d'initiative, encore une fois, qui ont construit ce programme et qui vont l'adopter. C'est donc très concret hein, quand on dit l'Europe, ce sont ces acteurs-là, y compris donc les gouvernements, ont fait le choix de centrer plutôt ce programme sur la jeunesse. Ça venait aussi de l'initiative Jeunesse en Mouvement, qui avait été
qui avait été lancé en 2010. L'Union européenne, vous le savez aussi bien que moi, est aussi confrontée à quand même une crise de ses finances publiques, budgétaires. On a évoqué au cours de ces 2 journées la cessation de paiement d'Erasmus, bon, qui était une manière en fait de sonner l'alerte sur la difficulté pour l'UE de boucler ses budgets. Mais ils doivent, comme toute autorité publique aujourd'hui, prioriser et cibler. Et ils ont estimé que par rapport à ces publics, demandeurs d'emploi, jeunes de mission locale, ils relevaient plutôt de la politique de l'emploi. La politique de l'emploi aujourd'hui au niveau européen, c'est le Fonds social européen. Alors pensez ce qu'on veut, on peut ne pas être d'accord. Pour tout vous dire, nous au niveau de l'agence, on aurait préféré garder ces publics dans nos périmètres parce qu'on estimait, on était d'accord pour dire que, voilà, on était d'accord pour dire aussi que nos dispositifs étaient peut-être plus simples d'utilisation, qu'on observait quand même une demande extrêmement forte, ça répondait à un vrai besoin, qu'il y avait une croissance, je ne vais pas dire exponentielle, mais quasiment, hein, on passe de 2000 à 2500 à 3000 à 3500 bourses d'une année à l'autre, une croissance quand même très très forte. Bon, ce choix a été fait, ce choix a été validé, encore une fois, par les États membres et par le Parlement. Pas d'avis particulier sur la question. Le Fonds social européen, on sait que ce n'est pas forcément un instrument qui est très simple à manier. On sait par ailleurs qu'il y a des expériences qui sont concluantes dans le domaine. En Pologne, il y a eu une expérimentation qu'on a été voir d'ailleurs en début d'année 2013. On a fait une visite d'études chez nos collègues polonais. Ils utilisent du FSE et ils l'utilisent en utilisant les règles de Leonardo. C'est possible. Alors, je vais mettre ça en débat et aux questions. Je suis désolé pour la frustration des gens qui n'ont pas pu poser des questions, mais on va respecter un peu le planning et on va aussi respecter les gens qui doivent encore intervenir ou qui sont intéressés pour entendre la suite. On va, en guise de conclusion, on va avoir l'intervention de Fred Dervin, qui est professeur d'université à Helsinki, spécialiste des questions interculturelles. Je pense, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, Fred, va apporter un angle d'attaque, une vue un petit peu différente, va un petit peu, je pense, vous provoquer et vous amener à réfléchir. Merci Fred. Merci à vous, messieurs et mesdames.